En Formule 1, il ne suffit pas d'avoir un bon pilote. Depuis plus de 70 ans, les ingénieurs cherchent constamment le moindre avantage qui pourrait donner plus de vitesse à leur voiture. Et c'est ainsi que sont nées certaines des inventions les plus uniques, les plus intelligentes et les plus révolutionnaires de l'histoire du sport automobile. D'une voiture de Formule 1 à 6 roues à un véhicule utilisant un énorme ventilateur pour coller à la route. Voici quelques sujets que nous aborderons dans cette vidéo. Ici, nous allons parler des inventions les plus étranges et des choses les plus importantes en Formule 1 que tu ne connais peut-être pas encore. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est une très grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors, commençons. Numéro 10, Brabham VT46, belle voiture qui était trop performante pour continuer à courir. Et si je te disais qu'il y a une voiture de Formule 1 qui a participé à une course, a gagné très facilement puis n'a plus jamais couru, ça semble impossible. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à la Brabham VT46B, plus connue aujourd'hui sous le nom de Fan Car. À la fin des années 70, une nouvelle technologie commençait à transformer la Formule 1. Certaines équipes ont découvert qu'elles pouvaient utiliser l'air sous la voiture pour créer plus d'adhérence à la route. Ce système s'appelle l'effet de sol. La voiture adhère mieux à la piste. Elle peut prendre les virages plus rapidement sans ralentir. Mais l'équipe Brabham a un problème. Le moteur de leur voiture est trop large. Ils ne peuvent donc pas utiliser correctement la même conception que leurs adversaires. Au lieu de copier les autres, ils ont cherché une autre solution. Et c'est là qu'est entrée en jeu l'une des idées les plus intelligentes et les plus originales de l'histoire de la Formule 1. Le designer Gordon Murray a installé un grand ventilateur à l'arrière de la voiture. Ce n'était pas pour refroidir le moteur. Sa véritable fonction était d'aspirer l'air sous la voiture. Lorsque le ventilateur tournait, il réduisait la quantité d'air sous le véhicule. Grâce à cela, la voiture semblait être aspirée vers la route. Elle était plus collée à la chaussée, plus stable dans les virages et plus rapide dans presque toutes les situations. En d'autres termes, c'était comme une voiture collée à la route par une force invisible. Et lorsqu'ils l'ont testée en course réelle, les résultats ont été immédiatement visibles. Lors du Grand Prix de Suède en 1978, Brabham a fait rouler sa nouvelle voiture à ventilateur pour la première fois. Le pilote était Niki Lauda, l'un des meilleurs pilotes de son époque. Dès le début de la course, il était évident qu'il y avait quelque chose de différent. Alors que les autres voitures avaient du mal dans les virages, la Brabham semblait n'avoir aucun problème. Elle entrait dans les courbes beaucoup plus rapidement. Elle pouvait accélérer plus tôt. Et elle restait plus contrôlable, même à des vitesses élevées. À la fin de la course, Lauda a remporté la victoire avec une large avance sur ses adversaires. Pour beaucoup de gens dans le paddock, le message était clair. Brabham avait découvert quelque chose que les autres équipes ne pouvaient pas égaler. Mais avec le succès est venue la controverse. De nombreuses équipes se sont plaintes, estimant que c'était trop extrême. La voiture à ventilateur avait un avantage considérable. Ils craignirent que cela ne change complètement l'équilibre de tout le championnat de Formule 1. Au lieu de prolonger les discussions, une décision inattendue a été prise. Le propriétaire de Brabham, Bernie Ecclestone, a décidé de ne plus utiliser la voiture. Donc même si elle était très rapide, elle n'a participé qu'une seule fois à la Formule 1 et elle n'a gagné qu'une seule fois aussi. À cause de cela, le record de la Brabham BT46B est devenu unique, une course, une victoire. Invaincue. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'une des voitures les plus légendaires de l'histoire de la Formule 1. Ce n'est pas parce qu'elle a régné le plus longtemps, mais parce qu'elle a montré jusqu'où une idée créative peut aller lorsque l'ingénierie et une forte volonté de gagner sont réunies. Numéro 9. Tyrrell P34. La seule voiture à 6 roues à avoir gagné en Formule 1. Quand on parle de Formule 1, on pense généralement que la vitesse du pilote est la plus importante. Mais en réalité, de nombreuses courses sont remportées grâce aux idées originales des ingénieurs. Et l'un des exemples les plus insolites est une voiture de Formule 1 avec 6 roues. En 1976, une équipe appelée Tyrrell Racing a présenté un véhicule qui semblait tout droit sorti de la science-fiction. À première vue, il semblait y avoir quelque chose d'étrange dans son design car, au lieu de 4 roues, il en avait 6. Il avait 4 petites roues à l'avant et 2 roues normales à l'arrière. Beaucoup pensaient enfin que ce n'était qu'un coup de publicité. Mais ce n'était pas le cas. Le cerveau derrière ce projet était Derek Gardner. Il croyait qu'il y avait un problème avec les grandes roues à l'avant des voitures de Formule 1 à cette époque. Son observation était simple. Plus la voiture allait vite,
plus l'air frappait les grandes roues. À cause de cela, la traînée aérodynamique, ou la force qui ralentit la voiture, augmentait. C'est pourquoi il a pensé à une solution inhabituelle. Et si on remplaçait les 2 grandes roues par 4 plus petites? De cette façon, la voiture aurait toujours une bonne adhérence sur la route. Mais il y aurait moins de résistance à l'air. En d'autres termes, l'adhérence serait presque la même, mais la traînée serait réduite. Et étonnamment, cela a fonctionné. L'idée n'était pas seulement bonne sur le papier, elle a aussi été prouvée lors de vraies courses. Au Grand Prix de Suède 1976, les 2 voitures à 6 roues de Tyrrell ont terminé aux premières et deuxième places. C'est l'un des succès les plus mémorables de l'histoire de la Formule 1 soudain. Tout le paddock a tourné son regard vers cette voiture inhabituelle. Ils ont montré que le design était sérieux. Tout au long de la saison 1976, la voiture est restée compétitive et a régulièrement marqué des points face aux voitures plus traditionnelles. Mais même si le concept était bon, il avait un problème que l'ingénierie ne pouvait pas résoudre. Les petites roues de spécial qu'il utilisait n'étaient disponibles que pour une seule équipe. À cause de cela, le fabricant de pneus n'a pas donné la priorité à l'amélioration de ses pneus. Alors que les autres équipes progressaient, le projet à 6 roues a peu à peu pris du retard. Ce n'était pas à cause d'un mauvais design, mais parce qu'il était difficile de fournir les pièces spéciales nécessaires. En 1977, Tyrrell a complètement abandonné le concept. Plus tard, la Formule 1 a même mis en place une réglementation limitant toutes les voitures à seulement 4 roues. Cette règle est toujours en vigueur aujourd'hui. Néanmoins, le monde du sport automobile n'a pas oublié la Tyrrell P34 car, jusqu'à présent, c'est toujours la seule voiture à 6 roues à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. C'est une preuve que parfois, ce sont les idées qui semblent impossibles qui réservent les plus grandes surprises en course. Numéro 8, F-Duck, la faille qui a rendu McLaren plus rapide. En Formule 1, ce n'est pas toujours celui qui a le moteur le plus puissant qui gagne. Parfois, le véritable avantage vient d'un tout petit détail que presque personne ne remarque. Et en 2010, McLaren a découvert exactement cela. Lors des premières courses de la saison, les autres équipes ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange avec leur voiture. Sur les lignes droites du circuit, elle était plus rapide que la plupart des concurrentes. Le moteur n'était pas plus gros et il n'y avait pas d'aileron ni de carrosserie inhabituelle, faciles à repérer. À première vue, la voiture semblait normale. Mais en regardant les données, il était clair qu'elle avait un avantage en vitesse. À cause de cela, les autres équipes ont commencé à enquêter. Des semaines se sont écoulées avant qu'ils ne comprennent enfin d'où venait l'avantage de McLaren. Et quand ils ont découvert la réponse, beaucoup n'en revenaient mince pas. Parce que le secret dépendait directement du corps du pilote. Pour comprendre cela, il faut d'abord connaître le rôle de l'aileron arrière. L'aileron arrière est stand comme une aile à l'arrière d'une voiture de Formule 1. Il aide à plaquer la voiture sur la route pour avoir plus d'adhérence dans les virages. Mais cela a un prix. Plus l'adhérence augmente, plus la traînée ou la résistance de l'air qui ralentit la voiture augmente aussi. Voilà le problème. Dans les virages, tu veux beaucoup d'appui aérodynamique. Mais sur les lignes droites du circuit, tu veux moins de traînée pour aller plus vite. D'habitude, il est difficile d'obtenir les deux en même temps, mais McLaren a trouvé une solution. Ils ont installé des conduits d'air spéciaux à l'intérieur de la voiture. Quand le flux d'air est en normal, l'aileron arrière fonctionne pleinement et offre une adhérence maximale. Mais lorsque le pilote couvre un petit trou près du cockpit avec sa jambe ou son genou, la direction de l'air à l'intérieur du système change. L'effet de l'aileron arrière diminue soudainement. Moins de traînée, vitesse de pointe, plus élevée. Lorsque vient le moment d'entrer dans un virage, le pilote remet simplement son pied dans la position normale. Toute la force d'appui de la voiture revient immédiatement. Ça a l'air simple, mais le concept est très intelligent. Et surtout, c'est légal. À cette époque, les dispositifs aérodynamiques mobiles étaient interdits. Mais il y avait une faille dans la réglementation. Le corps du pilote n'était pas considéré comme faisant partie de la voiture. Donc techniquement, il ne violait aucune règle. Lorsque le secret a été révélé, d'autres équipes comme Ferrari et Red Bull se sont empressées de créer leur propre version. Mais le système original de McLaren est resté le plus efficace. Il n'a pas fallu longtemps pour que la FIA le remarque aussi. Ils ont trouvé que cette faille était vraiment trop inhabituelle. C'est pourquoi, après la saison 2010, ils ont modifié le règlement et interdit tout système utilisant le corps du pilote pour modifier la performance aérodynamique de la voiture. Le F-Duc n'a duré qu'une seule année. Mais pendant cette courte période, cela a montré jusqu'où les ingénieurs de Formule 1 pouvaient aller pour trouver même le plus petit avantage. Parce que parfois,
La différence entre gagner et perdre commence par un simple geste de couvrir un petit trou avec un genou. Numéro 7. Cooper T43. La conception qui a changé la Formule 1 pour toujours. Aujourd'hui, il est tout à fait normal pour nous de voir le moteur d'une voiture de Formule 1 derrière le pilote. Mais il fut un temps où c'était tout le contraire. Au cours des premières années de la Formule 1, presque toutes les voitures avaient le moteur à l'avant. C'était la configuration adoptée par toute l'industrie. Depuis longtemps, presque personne ne se demandait s'il existait une meilleure façon de faire. Mais en 1958, une petite équipe britannique a tenté quelque chose de différent. Et ils ont essayé quelque chose de différent. Le nom de leur voiture était Cooper T43. Au lieu de placer le moteur à l'avant, ils l'ont mis derrière le pilote. Au début, beaucoup de gens n'étaient même pas convaincus. En fait, ce n'était pas la voiture la plus puissante sur la grille. Ce n'était pas non plus celle avec la meilleure aérodynamique. Mais elle avait un avantage très important. Son équilibre était meilleur, parce que le moteur était à l'arrière, le poids était mieux réparti près des roues, ce qui pousse la voiture vers l'avant. La traction s'améliore, elle vire plus vite et reste plus facile à contrôler. Et comme il n'y avait plus de gros moteurs à l'avant, toute la voiture est devenue plus petite et plus légère. Sur les circuits avec beaucoup de virages, cet effet s'est fait sentir rapidement. Les voitures à moteur avant peinaient dans les virages, tandis que la Cooper, plus rapide et agile, a montré qu'il n'est pas nécessaire de suivre les habitudes. Ce qui compte, c'est ce qui est le plus efficace. Tout le monde n'a pas tout de suite adopté ce changement. Beaucoup de grands noms de la Formule 1 sont restés fidèles à l'ancienne configuration. Enzo Ferrari en faisait partie. Pour lui, placer le moteur à l'arrière était une erreur. Mais avec le temps, l'épreuve devenait de plus en plus convaincante. En 1959 et 1960, Cooper a remporté le championnat du monde des pilotes. Soudain, la vision de tout le sport a changé. L'idée autrefois étrange est devenue la nouvelle norme. Les autres équipes sont passées une à la conception avec moteur arrière. Et au début des années 60, presque aucune équipe sérieuse n'utilisait encore de moteur à l'avant. Depuis, toutes les voitures modernes de Formule 1 suivent le même concept. Même si moins célèbre que d'autres inventions de cette liste, cela pourrait être l'une des plus importantes. Parce que cela n'a pas seulement rendu une voiture plus rapide, cela a changé à jamais le cours de toute la Formule 1. Numéro 6. Ferrari 640. La boîte de vitesse qui a changé la Formule 1 pour toujours. Aujourd'hui, il est normal pour les pilotes de Formule 1 de changer de vitesse en utilisant de petites palettes derrière le volant. Un simple mouvement du doigt et la voiture change immédiatement de vitesse. Mais avant, la situation était très différente. Pendant près de 40 ans, les pilotes devaient retirer une main du volant chaque fois qu'ils changeaient de vitesse. Alors que la voiture roulait à grande vitesse, ils devaient appuyer sur l'embrayage, déplacer le levier de vitesse, puis relâcher à nouveau l'embrayage. Et souvent, ils faisaient cela en plein virage, en se battant contre d'autres voitures, ou même en conduisant sur une piste mouillée. Une petite erreur pouvait causer un gros problème. La boîte de vitesse pouvait être endommagée. On pouvait perdre sa position. Et parfois, on pouvait perdre la chance de gagner. C'est pourquoi, en 1989, Ferrari a introduit une technologie qui a complètement changé la façon de piloter en Formule 1. Voici la Ferrari 640. La toute première voiture de Formule 1 a utilisé une boîte de vitesse semi-automatique à palettes. 2 palettes derrière le volant remplacent le levier de vitesse. Pour passer à une vitesse supérieure, il suffit d'en tirer une. Lorsque vous voulez rétrograder, vous tirez sur l'autre palette. Plus de levier de vitesse, plus besoin de lâcher le volant. Plus de mouvements compliqués pendant la course, plus rapide, plus simple et plus sûr. Ce système est l'un des projets de l'ingénieur renommé John Barnard. Son objectif était de rendre le changement de vitesse plus rapide et de réduire les erreurs commises par les pilotes. Mais comme beaucoup de nouvelles technologies, tout n'était pas parfait au début. Lors des premières courses, la Ferrari 640 rencontrait souvent des problèmes. Son système électronique et hydraulique était encore tout nouveau à l'époque, et à cause de la chaleur intense, des vibrations et du stress de la Formule 1, il tombait souvent en panne. De nombreuses fois, la Ferrari n'a pas pu terminer la course à cause d'une défaillance de la boîte de vitesse, mais au fil de la saison, les ingénieurs ont progressivement résolu les problèmes. Et lorsque le système est devenu fiable, tout le monde a vu son véritable potentiel. Les changements de vitesse sont plus rapides, moins de temps est perdu, et le pilote peut se concentrer davantage sur la conduite. Cet avantage était si important que, rapidement, les autres équipes ont commencé à développer leur propre version.
En seulement quelques années, presque toutes les équipes de Formule 1 utilisaient également la boîte de vitesse à palette, et son influence ne s'est pas arrêtée là. Par la suite, cette technologie a également été adoptée dans les courses d'endurance, les voitures de tourisme, les rallyes et même dans les voitures de sport accessibles au grand public. Aujourd'hui, presque toutes les supercars modernes utilisent un système issu de l'idée initialement présentée par Ferrari en 1989. Un simple changement dans la façon de passer les vitesses a complètement transformé le paysage du sport automobile. Numéro 5, McLaren MP4-1. L'innovation en sécurité ayant sauvé de nombreuses vies. Quand on voit un terrible accident en Formule 1 et que le pilote peut encore sortir de la voiture en marchant, on pense souvent que c'est un miracle. Mais en réalité, c'est le fruit de décennies d'ingénierie et de progrès en matière de sécurité. Et l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles la Formule 1 est plus sûre aujourd'hui a commencé en 1981. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles la Formule 1 est plus sûre aujourd'hui a commencé avec le châssis en aluminium. Il est léger et solide. Mais il y a une grande faiblesse en cas de collision très violente, la structure du véhicule se déforme ou se brise facilement. Et quand cela arrive, c'est généralement le pilote qui est en danger. C'est pourquoi McLaren a décidé d'essayer un matériau qui était presque inédit en Formule 1 à l'époque, la fibre de carbone. C'est le matériau utilisé dans l'industrie aérospatiale en raison de sa combinaison unique de solidité et de légèreté. Il est plus résistant que l'aluminium, mais il est aussi plus léger. Mais en plus de cela, sa façon d'absorber les impacts est également différente. Lorsque l'aluminium se plie et se déforme, la fibre de carbone, elle, se fissure progressivement tout en absorbant une grande partie de l'énergie de la collision. En d'autres termes, moins de force atteint le corps du pilote. En 1981, McLaren a introduit la MP4-1. C'est la première voiture de Formule 1 à utiliser une monocoque entièrement en fibre de carbone. Au début, beaucoup doutaient. C'était un nouveau matériau. Personne ne savait encore comment cela réagirait lors d'un véritable accident à grande vitesse. Mais lorsque les accidents sont arrivés, la réponse est vite apparue. Dans des collisions qui auraient pu causer de graves blessures auparavant, plus de pilotes ont survécu et sont sortis avec moins de blessures. Il a été prouvé que la fibre de carbone n'est pas seulement une alternative à l'aluminium. Elle est meilleure, plus sûre et plus efficace pour protéger la vie du pilote. Grâce à son succès, d'autres équipes ont commencé à adopter la même conception. Il n'a pas fallu longtemps pour que cela devienne la nouvelle norme dans toute la Formule 1. À ce jour, toutes les Formules 1 ont une cellule de survie en fibre de carbone. Avant même qu'une voiture soit autorisée à participer à une course, elle doit d'abord passer les crash tests stricts de la FIA. Et lorsque nous voyons un pilote s'extraire d'un accident très violent, il y a de grandes chances que l'une des raisons soit ce que la McLaren MP4-1 a introduit en premier. Ce n'est pas l'invention la plus rapide en Formule 1, ce n'est pas non plus la plus originale, mais c'est peut-être l'une des plus importantes. Parce qu'au lieu d'apporter seulement de la vitesse, cela a donné à de nombreux pilotes la chance de rentrer chez eux vivants. Numéro 4, DRS. Le bouton qui a changé les dépassements à jamais. En Formule 1, il ne suffit pas d'être rapide. Il faut aussi pouvoir dépasser ses adversaires. Et c'est exactement le gros problème de la Formule 1 moderne. Plus la technologie progresse, plus la performance aérodynamique des voitures augmente. Elles prennent les virages plus rapidement. Elles sont plus stables à grande vitesse. Mais cela a un prix. Lorsqu'une voiture est trop proche de celle qu'elle suit, le flux d'air dont elle a besoin pour générer suffisamment d'appui est perturbé. À cause de cela, elle perd de l'adhérence. Les pneus chauffent davantage et il devient difficile de rester proche de l'adversaire. En d'autres termes, même si le pilote est rapide, il est toujours difficile de dépasser. La course se termine souvent par une longue file de voitures où il y a très peu de changements de position. C'est pourquoi, en 2011, la Formule 1 a introduit un système appelé DRS ou système de réduction de la traînée. L'idée derrière cela est simple. Il y a une petite partie de l'aileron arrière de la voiture qui peut s'ouvrir au bon moment. Lorsqu'il s'ouvre, la traînée ou la résistance de l'air qui ralentit la voiture diminue. Ainsi, la vitesse de pointe de la voiture augmente sur les lignes droites du circuit. Mais on ne peut pas l'utiliser n'importe quand. Il y a des conditions. Le pilote doit être proche de la voiture qui le précède. Et il doit aussi se trouver dans une zone spéciale du circuit appelée zone DRS. Lorsque ces conditions sont remplies, il peut appuyer sur le bouton et obtenir un surplus de vitesse pour tenter de dépasser. Ce système est rapidement devenu un élément majeur de la Formule 1. Les dépassements sont devenus plus nombreux.
Les combats 100 en 1 sont devenus plus agressifs, et les spectateurs ont vu plus de batailles roue contre roue. Mais tout le monde n'était pas content. Certains pilotes et fans pensent donc qu'il est trop facile de dépasser avec le DRS. Pour eux, ce n'est pas un vrai combat. C'est comme si on donnait simplement un avantage artificiel aux pilotes derrière. Mais pour ceux qui le soutiennent, il vaut mieux avoir des dépassements que presque aucune action sur la piste. Et le débat continue toujours. Mais quelle que soit votre opinion à ce sujet, une chose est claire. Le DRS a changé la manière de courir dans la Formule 1 moderne. Et beaucoup des duels les plus passionnants de la dernière décennie ont commencé par une simple pression sur un bouton. Numéro 3. Williams FW14B, la voiture contrôlée par ordinateur venu du futur. Et si je vous disais qu'une Formule 1, la FW14B, était si supérieure que la FIA a dû interdire sa technologie? C'est l'histoire de la Williams FW14B. En 1992, Williams a dominé la Formule 1. Lors des 10 premières courses de la saison, ils en ont remporté 9 et ont rapidement assuré le championnat. Mais ce succès n'est pas seulement dû au talent du pilote. Il disposait d'une technologie appelée suspension active. Dans une voiture ordinaire, la carrosserie bouge naturellement. Lorsqu'elle accélère, freine ou tourne, ce problème peut affecter l'aérodynamisme et les performances. Mais sur la Williams FW14B, elle utilise un système hydraulique contrôlé par ordinateur. Des capteurs mesurent en permanence les mouvements de la voiture, tandis qu'un ordinateur ajuste la suspension des centaines de fois par seconde. Grâce à cela, la voiture reste presque parfaitement à plat et stable, même à grande vitesse, lors de freinages intenses et dans les virages rapides. Le résultat est une voiture qui a un énorme avantage sur ses rivales. Entre les mains de Nigel Mansell, la Williams était presque imbattable. Même son coéquipier Riccardo Patrese se battait régulièrement en tête de la grille, ce qui montrait que leur succès ne dépendait pas uniquement du pilote. La technologie a beaucoup contribué. À mesure que leur avance augmenta, beaucoup se sont interrogés. La Formule 1 est-elle toujours un sport de pilote ou une bataille entre ordinateurs et entreprises? Au final, la FIA a pris une décision. Après la saison 1993, ils ont interdit la suspension active et d'autres aides électroniques au pilotage, afin de redonner un rôle plus important aux pilotes dans la course. Jusqu'à aujourd'hui, la Williams FW14B reste l'une des voitures de Formule 1 les plus avancées et les plus dominantes jamais construites. Une voiture tellement performante que même les responsables du règlement ont eu peur de son potentiel. Numéro 2. Lotus 79. L'invention qui a changé la Formule 1 pour toujours. S'il y a une invention qui a vraiment changé la Formule 1, beaucoup d'experts pensent que c'est l'effet de sol. Et la voiture qui l'a popularisée, c'est la Lotus 79. À la fin des années 1970, la plupart des équipes se concentraient sur l'ajout d'ailes plus grandes pour générer plus d'appui aérodynamique. Mais Colin Chapman, le fondateur et concepteur de Lotus, avait une vision différente. Au lieu de se concentrer sur le dessus de la voiture, il a regardé en dessous. Il a découvert que si le dessous de la voiture était bien conçu, il pouvait créer une zone de basse pression qui tirerait la voiture vers le bas, contre la piste. En d'autres termes, plus la voiture va vite, plus elle adhère à la route. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela génère beaucoup d'appui sans augmenter significativement la traînée aérodynamique. La Lotus 79, présentée en 1978, a aussitôt montré la puissance des années 1970. Entre les mains de Mario Andretti, la voiture a dominé toute la saison. Il a remporté 6 courses, tandis que son coéquipier Ronnie Peterson en a également gagné quelques-unes. Il n'a pas fallu longtemps pour que toutes les équipes remarquent leur secret. Et comme cela arrive souvent en Formule 1, la course pour reproduire leur succès a alors commencé. En seulement quelques années, presque toutes les équipes compétitives utilisaient également l'effet de sol. Mais cette énorme performance a un prix. Lorsque le flux d'air sous la voiture est perturbé, l'appui aérodynamique peut soudainement disparaître et le pilote peut perdre le contrôle. À cause de cela, il y a eu plusieurs accidents graves et par la suite, la FIA a limité certains aspects de cette technologie. Mais même si les règlements ont été modifiés, le principe fondamental de l'effet de sol n'a jamais disparu. En fait, il est encore utilisé dans la Formule 1 moderne jusqu'à aujourd'hui. Une grande partie de l'appui des voitures actuelles provient toujours du dessous de la voiture. Une idée qui a été présentée pour la première fois par Lotus il y a plusieurs décennies.
De nombreuses inventions sont apparues et ont disparu en Formule 1, certaines ont été interdites, d'autres ont été oubliées. Mais l'effet de sol fait toujours partie de ce sport jusqu'à aujourd'hui. Et en raison de son immense influence sur la conception des voitures de course, beaucoup le considèrent comme l'innovation aérodynamique la plus importante de toute l'histoire de la Formule 1 numéro 1. Halo, le dispositif de sécurité qui a fait taire ses détracteurs. Toutes les inventions les plus importantes en Formule 1 n'ont pas été créées pour rendre la voiture plus rapide. Certaines ont été créées pour sauver la vie du pilote. Et il n'y a pas de meilleur exemple que le halo. En 2018, l'utilisation du halo est devenue obligatoire sur toutes les voitures de Formule 1. C'est une structure en titane solide placée au-dessus du cockpit pour protéger la tête du pilote contre les débris. Ou de gros débris qui pourraient le frapper pendant la course, mais au début, de nombreux fans et même certains pilotes s'y sont opposés. Pour eux, le halo était considéré comme inesthétique. D'autres disaient aussi que cela détruisait l'apparence traditionnelle de la Formule 1, mais il n'a pas fallu longtemps pour prouver pourquoi c'était important. Au Grand Prix de Belgique en 2018, la voiture de Fernando Alonso a survolé celle de Charles Leclerc après un accident. Au début de la course, le dessous de la voiture a frappé directement le halo au lieu du casque de Charles Leclerc. Beaucoup pensent que les conséquences auraient pu être graves sans cette protection. Mais l'exemple le plus célèbre s'est produit lors du Grand Prix de Bahreïn en 2020. Lors d'un accident effrayant, la voiture de Romain Grosjean a percuté la barrière métallique à très grande vitesse. La voiture s'est brisée en deux et a aussitôt pris feu. Quelques secondes ont passé sans savoir si le pilote était encore en vie. Mais après 27 secondes, Grosjean est sorti de la voiture en flammes. Selon les analyses après l'accident, une grande partie de sa survie est due au halo qui a empêché la barrière de frapper directement sa tête. Depuis lors, il a aidé à sauver des vies lors de plusieurs autres accidents graves en Formule 1 et même dans des catégories de courses inférieures. Peu à peu, les critiques ont disparu. Ce qui était autrefois considéré comme laid et inutile est devenu l'un des dispositifs de sécurité les plus importants du sport. En seulement quelques années, le halo a prouvé que la sécurité est plus importante que l'apparence de la voiture. Et pour de nombreux pilotes, cela pourrait être l'invention qui leur a donné une seconde chance dans la vie.